Les Syriens étaient totalement dépendants des Iraniens et des Russes. La priorité pour la Russie, ça reste le champ de bataille ukrainien. Je pense qu'il y a d'autres acteurs dans la région qui seraient intéressés par un maintien de la présence russe. Je pense que, par exemple, les Israéliens ne seraient pas contre, puisque désormais, maintenant que les Iraniens ont été chassés du pays, qu'il n'y a plus de présence iranienne, parce que autant les Russes conservent leur base, autant pour les Iraniens, c'est vraiment un fiasco. La Russie s'intéresse à ces bases précisément en Syrie, parce que c'est les seules dont elle dispose, on va dire, en dehors de l'espace post-soviétique. Aujourd'hui, l'objectif, il est assez clair, c'est obtenir une capitulation de l'Ukraine. Aujourd'hui, plus personne ne pense réaliste de se dire qu'on peut repousser l'armée russe des positions qu'elle occupe aujourd'hui. Igor Delanoë, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans l'émission Le Cercle, émission géopolitique intelligence économique de la chaîne Risque Intel Média. On est ravis de vous accueillir, Igor Delanoë. Vous êtes le directeur adjoint de l'Observatoire franco-russe depuis 2015, chercheur associé à l'IRIS, spécialiste de la géopolitique russe, de la sécurité et de la défense, notamment sur la marine et la Méditerranée et le Moyen-Orient. On est ravis de vous accueillir. On va parler Russie, on va parler armement russe, on va parler défense russe pour essayer de comprendre, d'avoir des avis éclairés que vous n'aurez pas sur LCI lors de cette interview Le Cercle. On est ravis de vous accueillir. J'en profite pour dire à notre public que vous avez une newsletter Africa avec un K. Veille de l'actualité russe sur le continent africain, une newsletter vraiment passionnante avec le sommaire de la dernière, j'ai adoré. Il y avait plein de choses que je ne connaissais pas, donc c'est super, ça m'a mis au courant. Donc par exemple sur les exportations russes de céréales vers l'Afrique en hausse sur les premiers mois de 2025, ou alors une nouvelle ligne de transport maritime entre la Russie et le Nigeria. Si vous êtes au courant de ça, c'est que vous avez lu cette newsletter, sinon c'est que vous vous renseignez sur LCI. Mais en tout état de cause, vraiment une newsletter qu'on conseille, qui est disponible donc sur le site de l'Observatoire franco-russe, si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc voilà, donc on conseille, et c'est parti pour cette interview géopolitique. Commençons, Igor Delanoë, sur la stratégie russe au Moyen-Orient. Récemment, Bachar al-Assad est tombé, ça y est, les alliés des islamistes sont contents. Nous avons reçu, nous en France, par le biais d'Emmanuel Macron, Al-Joulani. Qui est-il ? Comment se fait-il qu'il soit arrivé au pouvoir ? Pourquoi les Russes, l'appareil militaire russe qui défendait Bachar a échoué ? Est-ce que vous pouvez nous faire un point là-dessus ? Que s'est-il passé ? Parce que c'était un peu une surprise pour tout le monde, cette chute de Bachar. Oui, alors c'était d'abord une surprise et un revers pour Moscou, puisque je rappelle quand même que quand les Russes sont intervenus militairement en septembre 2015 pour sauver Bachar el-Assad, eh bien, leur campagne militaire a été un succès, puisque Bachar el-Assad a été sauvé et en l'espace de quelques mois, ils ont inversé une situation qui devenait quand même très dangereuse pour l'ancien président syrien. Alors, sauf que en décembre 2024, les conditions qui existaient en 2015-2016 n'étaient plus réunies. C'est-à-dire que la Russie apportait la puissance de feu, l'arme aérienne, le renseignement, etc. Et au sol, elle agissait de concert avec des forces qui étaient des forces pro-iraniennes, le Hezbollah notamment, les milices chiites. En Syrie ? En Syrie. D'accord. Ainsi que l'armée syrienne, ou ce qu'il en restait, on va dire. Et elle coordonnait un petit peu tout ce monde, de manière très diverse quand même. Donc c'est l'armée russe, l'état-major russe, qui coordonnait les forces armées en Syrie. Alors il y avait un bureau de coordination qui était créé à Bagdad où on trouvait à la fois des officiers russes, des officiers iraniens, des officiers irakiens, parce qu'il y avait des milices chiites, en tout cas pour la partie, on va dire, irakienne. D'accord. Et également des Syriens qui étaient sur place pour coordonner un peu tout ce monde, parce que c'est quand même une force armée très hétéroclite qu'il y avait là. Et qui avait la primauté dans la direction ? Est-ce que c'était les Russes, les Syriens ? J'essaie de comprendre si l'armée syrienne avait une réelle autonomie, finalement. Les Syriens étaient totalement dépendants des Iraniens et des Russes, et dès lors que les Russes interviennent, à la demande d'ailleurs des Iraniens, alors formellement c'est Bachar el-Assad qui fait la demande à son allié russe d'intervenir pour le sauver, mais on sait que ce sont les gardiens de la révolution islamique qui sont rendus
rendu à Moscou, notamment l'ancien général Qassem Soleimani, qui a été ensuite assassiné par les Américains, qui s'est rendu personnellement à Moscou pour rencontrer ses homologues russes et leur dire là, si vous n'y allez pas, on ne pourra plus tenir et Bachar sera renversé, ça va être un revers géopolitique pour nous, et convaincre les Russes qu'ils avaient intérêt à intervenir. Et donc dès lors que les Russes interviennent, c'est quand même eux qui prennent la main sur la planification, les opérations et le dossier en quelque sorte. Est-ce que c'est eux qui avaient le plus d'hommes sur le terrain ou le Alors plus non. d'expertise? Non, eux, ils apportaient vraiment la puissance de feu, c'est-à-dire qu'au pic de leur intervention militaire, on estime qu'il y avait tout au plus 5000 soldats russes déployés en Syrie. Et quand on dit déployés en Syrie, c'était principalement sur leur base aérienne de Khmeimim. L'emprise navale à Tartou, c'est pas très conséquente, il n'y avait pas beaucoup de monde, et plus quelques emprises à travers le territoire, des bases aériennes dans le désert ou ailleurs, mais ils n'étaient pas envoyés au choc, ils n'étaient pas envoyés au contact en premier échelon, comme on dit. D'accord, donc du renseignement aérien, de l'artillerie lourde, Exactement. de la coordination et de la formation des troupes au sol, j'imagine. Et de l'appui aérien. D'appui aérien très également. important, et des tirs de missiles aussi de croisière, alors depuis la Méditerranée à partir des navires qui étaient déployés, depuis la mer Caspienne aussi d'ailleurs, c'était une première. Donc vraiment de la puissance de feu, de la coordination, et ça a fonctionné. Donc on est en 2015, on peut considérer que fin 2015, la tendance qui était vraiment très négative pour les autorités syriennes est inversée. À partir de 2016, en réalité, les Russes reprennent l'initiative sur le terrain avec ses forces au sol pour inverser complètement la tendance. Et donc ce qui s'est passé en 2024, c'est qu'il n'y avait plus tout ce monde-là au sol, puisque le Hezbollah a été complètement lessivé par un an de campagne israélienne de bombardement et d'élimination ciblée au Liban, qui ont complètement décimé en fait cette milice chiite. Et que d'autre part, les Iraniens aussi étaient accaparés par le Yémen, par l'Irak, ils n'avaient plus les mêmes disponibilités pour venir à l'aide de Bachar el-Assad, et les milices chiites sont restées relativement inactives. D'une part, et d'autre part, les Russes avaient redéployé une grosse partie de leur dispositif, qui était déjà très modeste, comme je l'ai indiqué, vers l'Ukraine, parce que la priorité pour la Russie, ça reste le champ de bataille ukrainien. Et donc, finalement, leur empreinte militaire était très petite par rapport à ce qu'elle a pu être en 2015-2016. Tant et si bien que lorsque Jolani et ses troupes déclenchent cette offensive contre les positions loyalistes, eh bien, pas tellement qu'ils prennent de court les Russes, les Iraniens, qui avaient vu venir un petit peu les choses, mais là où ils sont pris de court, c'est que ces groupes djihadistes, en fait, rencontrent peu de résistance. En tout cas, ils avancent très vite, plus vite que ce qui était prévu, y compris même, manifestement, par Jolani lui-même, qui est manifestement dépassé par les succès qu'il enregistre sur le terrain et ne se voyait pas arriver à Damas comme ça en l'espace de quelques jours, je crois en 15 jours, 3 semaines tout au plus. Et donc les Russes font le constat que sur le terrain, eh bien, l'armée syrienne n'est pas en mesure d'endiguer la poussée djihadiste, que la résistance est beaucoup trop clairsemée et éparse, et qu'elle ne fait que reculer, cette armée syrienne et les forces loyalistes. Et donc, finalement, la Russie n'a pas la possibilité d'intervenir et de recréer les conditions et de rejouer le scénario de 2015-2016, puisque les conditions ne sont plus réunies. Ouais, c'est-à-dire que sans l'appui de la Russie, Bachar ne tenait pas, mais il fallait quand même des hommes sur le terrain, prêts à se battre, prêts à mourir pour le régime. Mais est-ce qu'il y a eu une forme de démoralisation de cette armée syrienne? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas pu finalement résister? Parce que quand même, l'allié russe étant sur place, j'imagine qu'il a dû essayer quand même de former cette armée. Ça n'a pas été fait. Alors, il y a plusieurs facteurs qui ont dû concourir. Bon, déjà, je l'ai dit, la Russie était vraiment accaparée par le dossier syrien, qui reste le dossier ukrainien, qui reste la grosse priorité. En Syrie même, le dispositif militaire russe, en fait, avait pour objectif de maintenir un statu quo, ce qui n'a pas fonctionné. Et également de marquer le terrain par rapport aux forces de l'OTAN qui sont déployées en Méditerranée ou ailleurs dans la région. Donc, c'était vraiment un dispositif à minima. Sur le volet strictement syrien, ce que je crois comprendre, c'est que l'armée syrienne était sous-payée ou n'était plus payée depuis plusieurs mois. Le moral était mauvais, ce qui n'a pas empêché que localement, il y a eu de la résistance qui a pu être opposée aux groupes djihadistes qui ont donc déferlé sur les positions loyalistes, mais il n'y avait plus la coordination et l'ossature qui était assurée au sol, notamment par le Hezbollah.
Mmh. Ce point-là, est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Parce que je ne suis pas certain que tout le monde ait conscience de l'implication, réelle des milices, chiites, du coup, du Hezbollah, en Syrie. Ah bah ça, en 2015-2016, si, c'était déterminant. Mmh. C'est-à-dire que sur les forces, une fois de plus, qui sont impliquées au sol dans les combats, donc les plus violents, il y a évidemment l'armée syrienne, mais qui est complètement, je dirais, désorganisée et lessivée déjà par 4 années de guerre civile. Ouais. Elle est donc renforcée substantiellement par le Hezbollah. Là-dessus, il y a des troupes d'élite iraniennes, notamment du corps des gardiens de la Révolution, qui sont envoyées. Alors numériquement, elles sont plus faibles, quelques milliers peut-être de soldats, mais elles servent là aussi à coordonner au sol, à entraîner, à encadrer un petit peu tout ce monde-là. Et il y a les milices chiites qui arrivent d'Irak ou même d'Afghanistan, qui sont venus au fur et à mesure de la guerre renforcer le camp loyaliste. Donc on avait donc, un camp avec des Russes, des soldats, du Hezbollah, des soldats iraniens, face à des soldats, djihadistes, internationaux, dont certains Syriens et d'autres, on ne sait pas trop. Est-ce que c'était vraiment, comme type de conflit, est-ce que c'est classique d'avoir un conflit où finalement, enfin, j'ai quand même le sentiment qu'une occupation a laissé la place à une autre occupation. Même si on va dire que la présence russe, iranienne, etc., était voulue par le régime en place, au final, est-ce que le régime d'Al-Jolani, il est l'homme de qui, quoi, quelque part? Alors Al-Jolani, il a été évidemment très largement épaulé par les Turcs, et à travers les Turcs, financé, aidé par le Qatar aussi. Maintenant, comme tous les proxys, il a sa liberté de manœuvre, il a son agenda, c'est-à-dire on ne peut pas considérer non plus que c'est un pantin qui est activé strictement depuis Ankara ou depuis le Qatar. C'est quand même plus compliqué que ça. Il y a d'autres exemples d'ailleurs dans la région qui montrent que les proxys échappent parfois à l'agenda de leur soutien. On peut penser aux Houthis par exemple au Yémen, vis-à-vis des Iraniens. Donc Jolani est une créature, une émanation, on va dire, des Turcs, mais il a quand même son agenda, il a son autonomie, et on l'a vu d'ailleurs, dès qu'il est arrivé à Damas, il a entrepris un peu, c'est d'élargir sa marge de manœuvre politique en prenant des contacts avec d'autres acteurs régionaux, dont les Russes, mais pas seulement, pour essayer de gagner de l'autonomie et de s'autonomiser par rapport à la Turquie. Et aussi d'avoir, comment dirais-je, du crédit politique, chercher de l'argent, parce qu'ils n'ont pas d'argent, pour pouvoir se maintenir au pouvoir et prendre en main le pays. Bonjour les amis, avant de continuer cet entretien, ce petit message pour vous inviter à liker, commenter, vous abonner évidemment à notre chaîne en cliquant sur la petite cloche afin de nous envoyer de la force et de nous soutenir dans nos projets. Allez, merci beaucoup, c'est reparti pour cet entretien. Eh bien justement, quels sont ses rapports avec les Russes? Est-ce qu'ils ont reconnu, par exemple, sa légitimité? Alors, de facto, oui. C'est-à-dire que, de facto, oui. Ils ont très rapidement pris langue, ne serait-ce que parce qu'il y a une présence militaire russe sur le sol syrien. Alors, qui est maintenue? Qui est maintenue jusqu'à aujourd'hui. Il y a toujours des bases russes. C'est un accord avec Jolani ou il reste en dépit d'eux? Alors, c'est un état de fait, c'est une prolongation de la réalité qui existait avant, et ce sont ce que j'appelle des bases qui sont en sursis aujourd'hui, mais les Russes n'ont pas dû évacuer avec pertes et fracas, en tout cas pas pour l'instant. Ce qu'ils ont évacué spontanément, j'allais dire sans même qu'on leur demande, en prenant acte de la réalité, eh bien, ce sont les postes d'observation qui avaient été disséminés tout le long de la ligne de contact entre les positions tenues par les loyalistes dans le nord de la Syrie, et en face d'eux, les djihadistes pro-turcs ou les enclaves kurdes notamment. Et donc les Russes, avec les Turcs, avaient bâti tout un système de lignes de contact avec des postes d'observation que les Russes avaient édifiés. Donc il y en avait plusieurs dizaines, mais c'est des postes où on trouvait quelques soldats, quelques dizaines de soldats tout au plus. C'était pas des bases en tant que telles. D'accord. Ça, dès que Bachar s'en va, ces bases sont évacuées unilatéralement par les Russes parce qu'il n'y a plus une statu quo à maintenir puisque les autorités syriennes ont été renversées. Et donc c'est là, ça a donné notamment les images que vous avez peut-être vues où on voit ces colonnes de tanks, de véhicules blindés légers, de 4x4, dans le désert syrien avec les soldats russes qui s'en vont vers la côte, vers la base russe de Tartous notamment, ou la base aérienne de Khmeimim, pour être évacués, alors soit vers la Russie, soit ailleurs, vers la Libye par exemple.
notamment. Alors, ils ont en revanche conservé jusqu'à aujourd'hui les deux bases dont ils disposent en Syrie, la base navale de Tartous et la base aérienne de Khmemim, qui ont été obtenues avec un accord afférent avec les anciennes autorités syriennes. Les Russes avaient obtenu la jouissance de ces bases pour une cinquantaine d'années, à titre gratuit. Évidemment que les autorités syriennes ont remis en question, j'allais dire, ce bail, en tout cas ce contrat, sans pour autant pousser les Russes à la mer, c'est-à-dire sans leur dire il faut partir très vite. Les Russes d'eux-mêmes ont évacué une partie du contingent et du matériel qu'ils avaient sur place, et les discussions s'engagent très vite entre les nouvelles autorités syriennes et les Russes pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec ces bases. Moscou fait savoir qu'elle souhaiterait conserver évidemment ses empreintes militaires, ces bases. La question c'est dans quelles conditions. Et les autorités syriennes, nouvelles autorités syriennes, assez intelligemment s'engagent dans ces négociations avec les Russes. Et comme dans toute négociation, il y a des éléments qui surgissent. Donc les Russes proposent de payer pour ces bases, payer un loyer. Ça tombe bien, les autorités syriennes ont besoin d'argent. Elle propose même des livraisons de céréales, par exemple. La Russie est une puissance agricole. Or, en Syrie, il y a eu de très gros problèmes liés à l'agriculture, parce qu'il n'y a pas eu assez d'eau. Et donc, il y a un déficit de nourriture, et notamment de céréales. Les Russes proposent aussi potentiellement des livraisons d'engrais, ça aussi pour relancer l'agriculture côté syrien. Pour les nouvelles autorités syriennes, l'intérêt, eh bien, c'est d'avoir un dialogue qui se noue quand même avec une puissance du Conseil de sécurité des Nations Unies, puissance permanente du P5, avec à la clé, pourquoi pas, une reconnaissance officielle, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Bref, il y a toute une négociation qui s'engage. Je pense qu'il y a d'autres acteurs dans la région qui seraient intéressés par un maintien de la présence russe. Je pense que, par exemple, les Israéliens ne seraient pas contre, puisque désormais, maintenant que les Iraniens ont été chassés du pays, qu'il n'y a plus de présence iranienne, parce que autant les Russes conservent leur base, autant pour les Iraniens, c'est vraiment un fiasco. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment été sortis du pays et ne sont plus présents en Syrie. Et ça, c'est très important pour Israël, puisque la présence iranienne était extrêmement problématique pour l'État hébreu. Et la présence russe a toujours été perçue à ce compte-là comme un contrepoids à l'empreinte iranienne, et sachant qu'elle n'était évidemment pas extrêmement désirable pour les Israéliens, mais néanmoins, ça faisait office de contrepoids aussi à l'égard des Iraniens. Et ce qui reste, à mon avis, le cas aujourd'hui, sauf que ce n'est plus à l'égard des Iraniens que les Russes font contrepoids, mais à l'égard de la Turquie. Parce qu'évidemment, avec la prise de pouvoir à Damas de ces groupes djihadistes, qui restent quand même très très proches de la Turquie, eh bien on voit l'influence turque quand même s'étendre un peu plus sur le Levant. Et ça, évidemment, ça déplaît à Israël. Ça déplaît aussi à certaines pétromonarchies du Golfe, comme les Émirats arabes unis, qui, à mon avis, là aussi, se disent si les Russes restent dans le coin, c'est pas plus mal, ça fera contrepoids aux Turcs. Ouais, comme on le voit, c'est un jeu d'échiquier extrêmement complexe. Ça me rappelle un sketch des Inconnus. Non, mais c'est passionnant. Mais vous disiez donc, alors j'ai entendu dire qu'Al-Joulani, par exemple, parlait turc. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout état de cause, est-ce que ces liens avec la Turquie impliquent un lien avec l'OTAN, puisque la Turquie est membre de l'OTAN. Donc alors ça, je serais bien normal de vous le dire. Ce qui parle turc, c'est possible. Mais de là à établir qu'il y a par transitivité, il y a un lien avec l'OTAN, j'irai pas jusque-là. J'en doute, à vrai dire. D'accord. Donc on a un acteur turc, finalement, qui... Enfin, c'est assez compliqué de comprendre le jeu turc, je pense, pour beaucoup de gens. Membre de l'OTAN, mais en même temps soutien de djihadistes, et en même temps opposé parfois à la France dans certains contextes. Donc ok, très bien. Donc on a ce Al-Joulani qui finalement essaie de jouer sa carte. Est-ce que sa visite à Paris fait partie de cette stratégie justement de nouer des contacts avec tout le monde, parce qu'on sait que les rapports entre Ankara et Paris sont pas non plus des plus cordiaux. Donc je pense que ça a peut-être pu étonner certains, sa visite à Paris. Absolument, je pense que pour lui, l'idée c'est de diversifier les relations extérieures pour gagner, j'allais dire, en surface internationale, en crédibilité, pour asseoir son autorité et un peu plus sa légitimité en Syrie, puisque bon, il me semble qu'il y a quand même encore pas mal d'autres groupes djihadistes qui subsistent, ils ne contrôlent pas forcément tout le territoire, il y a encore une présence américaine dans l'est du pays, il y a les Kurdes qui ne sont pas forcément, comment dirais-je,
d'accord de rentrer dans les rangs et de rentrer dans la nouvelle armée de ces nouvelles autorités syriennes. Bon, donc en fait, il a beaucoup de problématiques domestiques. Il y a les Israéliens qui, au sud du pays, ont grignoté du territoire et de fait établi une zone, j'allais dire, de contrôle sur une partie du sud de la Syrie. Ouais. Il y a les Turcs qui sont omniprésents au nord. Alors, c'est moins problématique, mais on comprend quand même que Ioannis cherche à gagner un peu de marge de manœuvre par rapport à ses sponsors. Donc évidemment, il va chercher à ouvrir le jeu et donc à rencontrer des Européens, les Français, à rencontrer les Chinois, les émissaires chinois qui sont rendus à Damas, les Russes, pour gagner en marge de manœuvre. Et alors ça, évidemment, par rapport à la Russie, ça peut, dans le cadre des négociations que je décrivais juste avant, ça peut évidemment défavoriser la position de la Russie, notamment depuis que le régime de sanctions qui pesait sur la Syrie a été allégé, puisque les Américains ont décidé de suspendre pour un temps les sanctions qu'ils avaient mis sur la Syrie de Bachar el-Assad, notamment une sanction extrêmement violente qui s'appelle l'acte César et qui visait en gros à dissuader des investissements étrangers en Syrie, principalement des investissements qui venaient des pays arabes, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, qui auraient pu être tentés à l'époque de Bachar el-Assad, après la fin de la guerre en Syrie, d'investir pour repartir sur un nouveau pied dans les relations avec Damas. La loi César a évidemment mis un point d'arrêt, mais très très net, à ce type de projet. D'accord. Et les sanctions européennes aussi, qui sont en train d'être levées. Et alors ça annonce des investissements en Syrie potentiellement. On voit que les Émiriens, par exemple, ont déjà promis d'investir pas loin de 800 millions de dollars dans le port de Tartous, pour en faire un hub logistique, avec notamment le logisticien émirien DP World, qui est un des principaux acteurs de la logistique internationale. On va voir probablement d'autres investissements arriver. Et ça, évidemment, ça vient un petit peu alléger la main des Russes qui faisaient miroiter aux autorités syriennes, peut-être des investissements, de l'argent, des réparations dans des infrastructures, des choses comme ça. Sauf que là, il y aura des investissements qui vont arriver d'ailleurs. Et donc, ça fait que ces arguments-là sont peut-être moins convaincants dans le jeu de négociation que je décrivais juste avant. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut dire que cette chute de Bachar est plus une défaite iranienne qu'une défaite russe? Alors je pense que c'est d'abord une défaite iranienne parce que on voit que ce que les Iraniens appellent l'axe de la résistance, qui allait jusqu'au Hezbollah au Liban, a été complètement mis à mal, c'est peu de le dire, mais même vitrifié par plus d'un an de campagne de bombardement israélien, d'assassinats ciblés, avec des responsables qui ont été éliminés les uns après les autres. Donc le Liban, c'est déjà complètement compromis et on a un Hezbollah qui est quand même très très affaibli et les positions iraniennes en Syrie ont été balayées en fait par ce renversement de Bachar el-Assad. Okay. Donc c'est indiscutablement une défaite iranienne et ensuite c'est un revers pour la Russie, mais la Russie pour l'instant parvient à maintenir ses positions depuis décembre quand même, ça va bientôt faire 6 mois, alors qu'on pouvait lire au début décembre 2024 que ça y est, les bases russes vont fermer, ils vont être un peu comme sur le modèle, si vous voulez, de ce qui s'est passé en Afghanistan avec le retrait américain, ils vont être poussés vers la sortie. En laissant leurs chars sur le terrain. Sauf que c'est pas ce qui s'est passé, pour l'instant ils sont toujours là, ils ont évacué en bonne et due forme leur contingent et le matériel qui était devenu superflu, vu que la mission pour laquelle ils étaient déployés ont été de fait terminés, et ils maintiennent pour l'instant donc ces deux bases qui sont stratégiques pour eux, qui sont clés. Parce que Khmeimim, donc la base aérienne, est un hub avant tout pour faire de la logistique, pour le transport aérien de l'armée russe. Ça sert à la projection de force et d'influence russe vers l'Afrique centrale, notamment, plus exceptionnellement vers l'Amérique du Sud. Et donc, c'est tout simplement une base aérienne qui permet à la Russie de faire du ravitaillement en kérosène, des choses assez élémentaires. Donc, en fait, j'imagine qu'un des arguments qui est mis en avant par les négociateurs russes face à leur contrepartie syrienne, c'est qu'ils ne vont pas entretenir un contingent pléthorique de soldats. Il n'y a pas besoin d'avoir 10 000, 5 000 soldats sur place. Ils veulent une piste pour pouvoir faire du ravitaillement et faire des opérations de logistique et ensuite partir vers l'Afrique ou ailleurs. Et la base navale de Tartous, qui est pudiquement décrite par les Russes comme étant un point d'appui matériel et technique, pas vraiment une base, mais de fait, ça reste quand même une base.
à Tartou, c'est importante pour servir d'appui au détachement naval opérationnel russe en Méditerranée. Et ça aussi, c'est très important, c'est de la logistique, là aussi plus qu'autre chose. C'est pas un port, ça n'a rien d'équivalent. C'est pas l'équivalent de Toulon comme base navale, bien loin de là, c'est assez modeste. Hein, ils ont 2-3 quais, quelques hangars, ils peuvent faire de la réparation de navires, mais de la réparation assez élémentaire. Ok. Et donc aujourd'hui, pour eux, c'est nécessaire afin de pouvoir maintenir leur escadre navale en Méditerranée. D'accord, donc ils ont perdu quelque part le proxy Bachar, mais ils n'ont pas tout perdu. En revanche, l'Iran se retrouve complètement mis hors jeu, quoi. Oui. Ouais. Non, c'est un vrai sujet, ça. Et concrètement, aujourd'hui, de quoi est composée l'armée syrienne? Est-ce qu'on sait? Que sont devenues les anciennes forces loyalistes du régime de Bachar? Elles ont fui le pays? Alors les forces loyalistes de Bachar, alors là aussi, de ce que je crois comprendre, hein, certains officiers de haut rang ont été évacués par les Russes. On parle de quelques dizaines. Bachar aussi? Alors Bachar, oui, était ramené à Moscou. Ça, c'est intéressant. Pourquoi il n'est pas allé en Iran? Eh bien, effectivement. Comme quoi, il était peut-être plus à l'aise, comment dirais-je, plus à l'aise avec les Russes qu'avec les Iraniens. Peut-être que les Russes lui ont offert des garanties que les Iraniens ne pouvaient pas lui offrir. Ou en tout cas, il s'est senti dans une position, comment dirais-je, plus en position d'aller à Moscou que d'aller en Iran. En tout cas, les Russes ont organisé son évacuation. Ils l'ont d'ailleurs fait attendre, je crois comprendre qu'ils l'ont fait attendre quand même quelques heures assez longues sur la base de Khmeimim avant de vraiment le sortir. Parce qu'ils hésitaient ou... Je sais pas, très certainement, où il y avait des jeux, ils ont sous-pesé certaines choses, ou ils attendaient un avion, je sais pas. Mais en tout cas, ils ont attendu, ça a dû être des heures assez longues j'imagine, hein, pour Bachar el-Assad, et puis avant de l'évacuer donc vers la Russie. Et plusieurs dizaines de ces officiers ont été exfiltrés aussi, et en bonne partie en Libye notamment. En Libye? En Libye, oui. Et alors pour les autres, c'est-à-dire le gros des troupes, ils ont fait ce qui se passe la plupart du temps, ils ont pris le maquis, hein, c'est-à-dire ils ont abandonné leurs uniformes et ils sont partis dans la montagne, puisque la partie côtière de la Syrie, notamment vers la frontière avec la Turquie et un peu plus bas, est assez montagneuse. Et donc ils se cachent dans les montagnes, dans le territoire alaouite, là où vivent en gros les communautés chrétiennes et autres. Qui profitaient de la protection de Bachar, en fait. Voilà, oui, notamment. Alors c'est le pays qui leur est le moins hostile, on va dire. Et pour certaines, suivant leur confession et leur origine, c'est peut-être même leur pays en fait d'origine. Donc c'est là qu'ils se sont cachés. Et alors pour l'armée, enfin les nouvelles autorités syriennes, là, je pense que l'effort va être fait pour essayer de structurer un peu plus cette armée qui a déjà été largement équipée, envoyer les uniformes, les armements, les équipements, tout ceci généreusement financé par la Turquie et par le Qatar. L'idée, c'est maintenant de structurer tout ça pour faire appliquer la loi sur le territoire syrien et tenir ce territoire syrien, ce qui est loin d'être fait pour les raisons que je décrivais auparavant. D'accord. Bon, sans transition, là, l'idée, c'est de parler de cette défense russe et du jeu russe, en tout cas au Moyen-Orient. On comprend que c'est particulièrement complexe, oui. Notamment les rapports entre la Turquie et la Russie. D'ailleurs, comment est-ce qu'on peut qualifier ces rapports Turquie-Russie? Alors, je les qualifierais de compétition coopérative ou de coopération compétitive. C'est-à-dire que ce ne sont pas des alliés, ce sont des voisins, des très bons partenaires économiques. La Turquie est le 3e partenaire économique de la Russie l'an dernier, enfin en 2024. Malgré les sanctions occidentales. Malgré les sanctions, certains diront même grâce aux sanctions occidentales, puisqu'il y avait environ des échanges commerciaux qui se sont élevés à 55 ou 56 milliards de dollars. Il y a plusieurs millions de touristes russes qui vont chaque année passer leurs vacances dans les resorts turcs. Ils font ça depuis des années, ils le font encore. Je crois que l'an dernier, c'était pratiquement 6 millions, un peu plus de 6 millions de touristes russes. Ah oui, quand même. Donc c'est pour l'industrie du tourisme en Turquie, qui est quand même non négligeable dans le PIB du pays. Je crois que c'est quand même plusieurs points de PIB. C'est pas rien, puisque je crois que c'est le 2e ou 3e, suivant les années, un contingent de touristes étrangers, hein, après les Allemands notamment, et
Mais ça reste des pays qui historiquement, enfin deux puissances qui historiquement ont été rivales, ont été en compétition dans des zones où elles partagent des intérêts, où leurs intérêts se télescopent parfois, et où elles sont en compétition sur des dossiers et des crises qui s'étendent depuis l'Asie centrale, où on trouve les mondes turciques que la Turquie cherche à réinvestir, hein, avec la langue comme levier d'influence, jusqu'à l'Afrique du Nord et la Libye, où là on voit que les Russes et les Turcs soutiennent les deux camps opposés, en passant évidemment par le Caucase, en passant par la Syrie qu'on vient d'évoquer, et la mer Noire, où Erdogan a réaffirmé encore il y a une dizaine de jours que la Crimée était ukrainienne et qu'elle était considérée par la Turquie comme ukrainienne. Donc ils sont voilà, quand même en compétition et sur des positions très, très différentes sur beaucoup de dossiers régionaux. Alors cela dit, ce qui fait qu'ils arrivent à s'entendre, c'est qu'ils parlent à peu près le même langage. C'est-à-dire ils parlent le langage des intérêts, d'intérêts concrets. Ils ont une capacité à compartimenter les dossiers, c'est-à-dire on le voyait très bien sur la Syrie, ils soutenaient deux camps opposés qui se faisaient la guerre. Pour autant, ça n'a pas contaminé tout le reste de la relation bilatérale, même s'il y a eu une brouille assez importante en 2015-2016, mais ils ont vite compris finalement que cette brouille ne conduisait nulle part et qu'elle ne faisait que profiter à d'autres puissances. Et donc, ils ont assez réalistement rétabli leur relation après 6 mois comme je le disais, de brouille. Et d'autre part, il n'y a pas de posture idéologique. C'est-à-dire, c'est vraiment le langage des intérêts. Ils ont une façon, d'ailleurs, d'interagir qui est très transactionnelle sur le terrain. On a pu le voir en Syrie, on a pu le voir en Libye également. On devine dans le Caucase. Mais une fois de plus, ça reste des puissances qui sont quand même en compétition, d'autant plus que la Turquie, comme ça a été dit avant, reste avant tout aussi un membre de l'OTAN. Ouais, on voit qu'en fait, c'est alliance ou confrontation, mais complètement à la carte, en fonction des zones. C'est quelque chose que j'ai le sentiment qu'on a peut-être un peu de mal à comprendre en France ou en Europe, parce qu'on est beaucoup sur des positions de principe. Là, clairement, c'est de la réelle politique à 200%. Je peux t'envoyer 6 millions de touristes et en même temps financer un régime qui va faire la guerre sur un autre territoire, quoi. Ouais, je dirais qu'il y avait cette base-là, donc effectivement assez désidéologisée et très, effectivement réelle politique, et qui a été amplifiée depuis 2022 et l'éclatement de la guerre en Ukraine, puisque la Turquie, bien qu'elle soit membre de l'OTAN, néanmoins n'applique pas les sanctions anti-russes qui ont été votées par l'Union européenne et par les États-Unis, même si elle s'efforce, j'allais dire, de marcher à peu près dans les clous, mais je l'ai dit tout à l'heure, le commerce bilatéral a vraiment explosé depuis 2022-2023, c'est pas un hasard. Et surtout, elle n'a pas fermé son espace aérien pour les liaisons aériennes avec la Russie. Si bien qu'aujourd'hui, quand vous êtes à Moscou, à Saint-Pétersbourg, ou même dans des villes de province plus modestes, hein, Kazagne, par exemple au Tatarstan ou ailleurs, vous avez des vols directs vers la Turquie, vers Ankara, vers Istanbul, vers Izmir et ailleurs, tous les jours, plusieurs dizaines de vols, assurés par des compagnies turques, mais aussi par des compagnies russes, ce qui n'existe plus depuis février 2022 entre la Russie et les pays de l'Union européenne notamment, et les États-Unis évidemment. Ce qui permet ce flux de touristes que j'évoquais tout à l'heure, mais également le flux de business et d'affaires qui s'est démultiplié depuis 2022. D'accord, ouais, très intéressant. Et du coup, moi, j'ai le sentiment, par rapport à ce que vous m'expliquez, qu'au fond, on a d'un côté un Erdogan qui veut étendre l'influence turque, notamment au Moyen-Orient, et de l'autre côté, on a une Russie qui, en fait, s'intéresse uniquement à ses implantations côtières au niveau des ports, si je comprends bien. Alors, la Russie s'intéresse à ces bases précisément en Syrie parce que c'est les seules dont elle dispose, on va dire, en dehors de l'espace post-soviétique, qui est par définition dans la masse continentale eurasiatique. Et elle a besoin pour soutenir sa flotte de cette implantation en Syrie, hein, comme je décrivais tout à l'heure pour les aspects logistiques. Maintenant, vu le revers qu'elle a enregistré en décembre avec la chute de Bachar el-Assad, et quand même le fait que ces bases sont en sursis, même si encore elles disposent aujourd'hui, mais il n'y a toujours pas de cadre renouvelé pour leur maintien,
ou pour leur disparition d'ailleurs, elle cherche à, comment dirais-je, à ne plus mettre tous les œufs dans le même panier, et donc elle cherche à se trouver d'autres possibilités pour soutenir sa flotte. Donc évidemment, elle regarde vers la Libye, où on a vu l'empreinte militaire russe s'accroître quand même depuis quelques années, et spécifiquement depuis décembre, puisqu'une partie du dispositif qui était présent en Syrie était rebasculée vers la Libye. Elle regarde vers la mer Rouge. Pendant un temps, elle a failli obtenir quelque chose au Soudan, à Port-Soudan notamment, mais vu que la guerre civile a repris dans ce pays depuis plus d'1 an maintenant, bientôt 2 ans même, le contexte, les conditions ne sont pas réunies pour qu'elle puisse avoir cette implantation. On voit qu'elle sonde les possibilités dans la Corne africaine, Somaliland notamment, et même après au-delà, on considère potentiellement d'autres possibilités, mais pas forcément sous des formats de base et d'emprise souveraine, parce qu'il n'y a pas tous les pays qui sont d'accord. On imagine bien déjà tout simplement céder une petite portion de leur territoire, même si c'est quelques kilomètres carrés, à une puissance armée étrangère, mais peut-être sous la forme parfois de facilité d'accès, de facilité navale pour ces navires, fois de plus, pour aller faire des pleins de kérosène, remplir les cuves d'eau fraîche, pour que les équipages puissent se reposer, pour faire de la logistique et de la maintenance élémentaire, de la réparation alimentaire. Finalement, on voit se remettre en place, se redessiner des schémas autour de zones que pouvaient fréquenter les soviétiques à l'époque de l'URSS, où alors là, on avait les escadres soviétiques qui sillonnaient la 5e escadre opérationnelle de la Méditerranée et la 8e escadre opérationnelle pour l'océan Indien. Alors on était dans d'autres proportions tout à fait différentes. Il y avait, avec la 5e escadre soviétique, c'était jusqu'à une 60aine de bâtiments soviétiques en permanence en Méditerranée, avec des sous-marins nucléaires y compris. D'accord. Aujourd'hui, l'escadre navale russe en Méditerranée, c'est une dizaine de bâtiments, tout compris, y compris les bâtiments de soutien, donc c'est bien plus modeste. Et pour ce qui est de l'océan Indien, on voit plutôt des bâtiments qui sillonnent à l'occasion la zone, mais il n'y a pas d'implantation permanente, en tout cas pas pour l'instant, dans D'accord. cette zone-là. Ouais, donc on se rappelle que a priori pour Vladimir Poutine, l'effondrement de l'URSS était la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Mais du coup, la stratégie russe, que ce soit en Syrie ou en Crimée, j'aimerais qu'on parle maintenant un petit peu plus du volet ukrainien, consiste quoi? À rétablir cette influence que la Russie avait dans le cadre de l'Empire. L'URSS, c'était un empire finalement. Donc, Alors oui, il y a eu cette phrase qui ressort régulièrement depuis des années, mais il en a eu une autre aussi, tout aussi célèbre, entre guillemets, qui était de dire que celui qui ne regrette pas l'URSS n'a pas de cœur, et celui qui veut la reconstituer n'a pas de tête. Si vous voulez. Donc, la perception générale, c'est que, vu de Moscou, les intérêts vitaux de la Fédération de Russie restent concentrés, évidemment, dans le territoire russe, mais aussi dans l'espace post-soviétique. Ce qu'on appelle aussi le proche étranger, et d'ailleurs, c'est une appellation qui revient à la mode dans les documents officiels russes depuis quelque temps, parce que l'histoire, parce que la géographie, parce que c'est là qu'on va trouver des populations russophones, enfin que sais-je, c'est là où ils perçoivent ce qu'ils considèrent être leurs intérêts vitaux et leurs intérêts stratégiques. Et donc c'est aussi la perception bien du glacis, de la profondeur stratégique vis-à-vis de menaces ou de dangers, de vulnérabilités ou perçues comme telles, qui sont discernées depuis Moscou, avec quand même cette tendance à nourrir un complexe néo-obsidional, c'est-à-dire un petit peu le complexe de la forteresse assiégée, si vous voulez, c'est-à-dire identifier des menaces multidirectionnelles, multivectorielles, qui arrivent de l'ouest, donc là c'est l'OTAN, qui arrivent du sud, là c'est instabilité dans le Caucase et islamisme radical qui arriverait du Moyen-Orient et qui pourrait déstabiliser le sud de la Russie. C'est évidemment l'Afghanistan avec les soubresauts sur l'Asie centrale peut déstabiliser là aussi certains pays. En Arctique, une tendance à considérer que d'autres puissances vont aller capter les richesses qui sont dans les zones contrôlées par la Russie ou sous souveraineté russe. Bon, donc un peu une identification multivectorielle de la menace, et donc ça c'est quelque chose qu'on voit à travers le régime et l'histoire, enfin les régimes et l'histoire, le régime impérial, le régime soviétique ou jusqu'à aujourd'hui. Il y a quand même des tendances lourdes qui s'expriment sur cette façon de lire la géopolitique
et d'en faire. Et donc, c'est aussi deuxième tendance lourde, à mon avis, cette tendance à chercher un désenclavement de la masse continentale eurasiatique. Ça, c'est vrai depuis Pierre le Grand, hein, XVIIe siècle, à chercher l'accès aux mers chaudes, aux mers libres de glace. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qu'est-ce que c'est que cette histoire de mer chaude et d'accès aux mers chaudes? Alors oui, le fait est que historiquement, l'État russe était un État enclavé, hein, autour de Moscou et des steppes, et que depuis, on va dire, vraiment Pierre le Grand qui l'a formalisé, mais ça va un petit peu commencer avant, il y a cette volonté bien de s'étendre, notamment pour gagner l'accès à des côtes, donc à des mers, et des mers qui soient praticables et navigables toute l'année, et pas gelées en hiver par la banquise qui viendrait complètement enfermer le port et donc couper l'accès à la haute mer et aux communications avec des clients, des partenaires commerciaux, l'Europe principalement. Alors, ils ont d'abord poussé vers le sud, au détriment de l'Empire ottoman, donc en refoulant l'Empire ottoman des côtes de la mer Noire. Ils sont tombés sur la mer d'Azov, qui est une mer fermée, hein, par le détroit de Kertch, et qui gèle en grande partie d'ailleurs l'hiver. Hein. Puis Pierre le Grand ensuite s'est heurté quand même à la Turquie et a entrepris la même chose mais vers le nord, en aménageant un débouché vers la mer Baltique. Et ça s'est fait au détriment de la grande puissance du Nord de l'époque qui était la Suède. Ça a donné la guerre du Nord, hein, entre 1700 et 1721, et la Russie remporte la guerre du Nord et défait une grande puissance de l'époque. La Suède à l'époque est une grande puissance dans la géopolitique européenne et obtient son accès sur la mer Baltique, alors plus précisément sur le golfe de Finlande. Et Saint-Pétersbourg est créé par Pierre le Grand, c'est sa ville, il en fait la capitale de son empire, et il en fait la fenêtre vers l'Europe, puisque c'est à travers ce port de Saint-Pétersbourg tout neuf, eh bien que les Russes notamment vont faire venir des ingénieurs allemands, des ingénieurs hollandais, des Français, etc., pour bâtir Saint-Pétersbourg et pour lui donner tout l'apparat des grandes capitales européennes. Donc l'accès à la mer, c'est aussi l'accès à la modernité, c'est l'accès à la technique à l'époque, l'accès au savoir, à la culture et à tout ce qui finalement fascine les Russes en Europe. L'expansion va se poursuivre au sud avec Catherine II notamment, qui va annexer la Crimée, qui est une dépendance, on va dire, de l'Empire ottoman. Vers quelle année l'annexion? 1783. 1783, et la même année est fondé le port de Sébastopol, enfin la citadelle navale de Sébastopol. Et là aussi, toujours avec cette idée de pousser vers le sud, vers ces mers chaudes et vers la Méditerranée. Et le commerce méditerranéen, les routes ensuite vers l'Atlantique, vers l'Afrique, vers le Moyen-Orient, sachant qu'ils avaient quand même des accès aussi à ces routes vers la mer Caspienne et vers l'Empire perse, avec qui ils commerçaient déjà depuis plusieurs siècles. Donc pour en revenir à cet aspect-là, c'est un élément qui a vraiment un fil conducteur de la géopolitique impériale russe tout au long du XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle et encore au début du XXe. On en retrouve, j'allais dire, des soubresauts à l'époque soviétique, encore l'Empire soviétique qui était vraiment l'extension maximale. Hein. Par exemple, lorsque les soviétiques envahissent le nord de l'Iran après la Deuxième Guerre mondiale, ou même lorsqu'ils envahissent l'Afghanistan en 1979, on peut imaginer que c'est un petit peu des échos à ce projet, hein, de pousser vers le sud, de pousser vers les mers chaudes, le golfe Persique notamment, pour s'aménager un débouché direct, non contraint par des verrous comme les détroits turcs en mer Noire, comme les détroits danois en Baltique, par exemple, en trouvant un accès direct vers ce qu'on appelle l'océan mondial dans la géopolitique russe et anglo-saxonne aussi d'ailleurs. L'océan mondial. Ouais, l'océan mondial, ce sont toutes les eaux, j'allais dire, océaniques du globe, qui ne sont pas les eaux contiguës, les eaux territoriales, si vous voulez, qu'on trouve dans la zone économique exclusive, par exemple, qui peut être une mer fermée, mer Noire, mer Baltique, par exemple. Ce ne sont pas les zones éloignées, zones maritimes éloignées comme la Méditerranée, ce qui rentre, il y a encore une autre catégorie maritime, si vous voulez, dans le champ lexical maritimiste russe, c'est le reste. Et ça correspond, grosso modo, à l'appellation qu'ont les anglo-saxons pour l'océan mondial. Hein. C'est une expression qui est employée en géopolitique depuis le 19e siècle, avec Mahan, Mackinder, etc., les grands géopolitologues anglo-saxons, hein, qui sont assez lus en Russie. Non, mais c'est très intéressant, cette vision
historique et géographique, puisqu'on voit que dans ces manœuvres russes, notamment en Crimée, en fait, quelque part, la géographie et le temps long vont guider le destin des nations. Évidemment, sans préjuger, je me prononce pas sur le bien fondé ou non, mais en tout état de cause, il y a cette stratégie qui en fait vient du long terme. On n'est pas juste sur une poussée, une crise urticaire ou une poussée d'acné dans cette annexion de la Crimée. Il y a une stratégie de long terme de la Russie d'accès aux mers chaudes, quoi, en fait. Bon, il y a des éléments qui se raccrochent à l'histoire, mais pour vraiment le contexte ukrainien depuis 2013, il y avait après un contexte géopolitique caractéristique de notre époque, c'est-à-dire comment dirais-je, la perception côté russe qu'avec le changement de régime qui est intervenu à l'occasion de Maïdan à Kiev, donc crise de Maïdan, donc 2013-2014, et avec le changement de régime anticonstitutionnel de février 2014 et l'arrivée au pouvoir en fait des activistes de Maïdan qui sont tout de suite reconnus par la communauté euro-atlantique comme étant les autorités légitimes ukrainiennes, les Russes ont eu le sentiment que leur contrôle qu'ils avaient sur le pays à travers les réseaux d'oligarques, à travers les réseaux qu'ils avaient établis avec des politiciens et autres, était en train de leur échapper et que l'Ukraine allait, à brève échéance, rentrer dans l'OTAN. Ce qui a été une ligne rouge pour eux. Et donc, comme gage, ils prennent la Crimée, ils arrachent la Crimée, ils annexent la Crimée et soutiennent les séparatistes dans le Donbass, ce qui crée de facto une zone grise dans le territoire ukrainien et entrave son accession à l'OTAN. Et devient un levier que les Russes se créent sur Kiev pour empêcher en fait ce qui est considéré comme étant une ligne rouge à Moscou, l'accession à l'OTAN. Et ceci s'inscrivant plus généralement dans le contexte en fait de cet espace post-soviétique que les Russes ont tendance à considérer comme une zone d'influence. Ils le disent très clairement. Depuis les années 2000, Medvedev, quand il était président, très clairement l'avait exprimé à Obama lors de la première administration Obama, en disant « Nous, on revendique une zone d'intérêt privilégié, une sphère d'influence, ce que Brzezinski appelait une sphère de déférence, sur l'espace post-soviétique. » Est-ce qu'on pourrait dire précaré ? Un précaré, oui, c'est ça. En fait, ils prétendent à l'équivalent d'une doctrine Monroe qu'ont les Américains, mais sur l'espace post-soviétique. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de décisions stratégiques ou de grands dossiers qui soient réglés dans cette zone-là contre les intérêts de la Russie et sans que la Russie ait son mot à dire. Donc évidemment c'est problématique pour les pays de la zone et puis c'est problématique pour l'Union européenne et l'OTAN puisqu'il y a une politique d'expansion de ces deux organisations depuis les années 90 vers l'Est. Et donc à un moment donné il y a eu un choc, un télescopage des intérêts dans ces zones-là. Et ça s'est exprimé en Ukraine à travers ce qu'on a décrit, Maïdan 2013-2014 et jusqu'à aujourd'hui, la guerre en Ukraine. Et dans le cadre de cette guerre en Ukraine, là, je dois avouer que c'est assez nébuleux. On a les déclarations récentes de Donald Trump qui a dit que Vladimir Poutine était devenu fou, après avoir dit que Vladimir Poutine le considérait comme très intelligent, après avoir dit qu'il réglerait le conflit ukrainien en quelques jours, après avoir dit etc. D'ici à ce qu'on sorte la présente vidéo, il aura dit d'autres trucs. Mais concrètement, c'est quoi les objectifs militaires russes en Ukraine ? Parce que, est-ce qu'il s'agit de constituer un glacis autour de la Crimée ? Est-ce qu'ils veulent annexer l'Ukraine ? Voilà. Quels sont leurs objectifs, en fait ? Aujourd'hui, l'objectif, il est assez clair, c'est obtenir une capitulation de l'Ukraine. Ok, donc capitulation. Une capitulation de l'Ukraine. Et donc ça veut dire départ de Zelensky Alors ça, il y a plusieurs ensuite modalités dans cette capitulation. Évidemment que le scénario maximum pour les Russes, on peut le suspecter vu la façon dont cette guerre a débuté, c'était de renverser les autorités à Kiev et de mettre a priori en place un homme lige, en tout cas des autorités qui leur soient acquises. Ça n'a pas fonctionné. Et donc, ils ont dû glisser, je dirais, dans leurs objectifs sur des choses plus modestes, très certainement. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plus grand monde à Moscou qui pense que Zelensky sera, comment dirais-je, renversé demain ou après-demain. Je pense qu'aujourd'hui, le but du jeu, quand je parle de capitulation, c'est obtenir que ce soit
gravé, j'allais dire, dans le marbre, en tout cas dans l'accord de cessez-le-feu ou l'accord de paix, que l'Ukraine ne rentrera pas dans l'OTAN, qu'elle revienne à un statut hors bloc, statut qu'elle avait avant les événements de 2013-2014 qu'on décrivait juste avant. Statut donc hors bloc, mais pas pour 5 ou 10 ans, c'est-à-dire pas pour qu'on gèle le processus, mais qu'en fait on ferme la porte. D'une part, et d'autre part, qui est une démilitarisation, alors ce qu'ils appellent la démilitarisation, c'est-à-dire que les effectifs de l'armée ukrainienne soient plafonnés, que l'armée ukrainienne soit privée de certains types de matériel, notamment de matériel de frappe dans la profondeur, soit limitée en nombre de tanks, soit limitée en nombre d'avions, enfin bref, qu'il y ait vraiment des plafonds qui soient apposés sur l'armée ukrainienne. Finalement, aujourd'hui, le but, c'est revenir à l'esprit, si vous voulez, du texte qui avait été discuté à Istanbul en février-mars 2022 entre les délégations de négociateurs russes et ukrainiennes, qui, dès le début des hostilités, en fait, se parlent très très vite. Ils se parlent d'abord en Biélorussie, après elles se parlent parfois en visioconférence parce que y a des combats, on ne peut pas se rencontrer, et ensuite se rencontrent à Istanbul. Et en avril 2022, sont à 2 doigts de signer un accord qui aurait permis de geler les hostilités. Ça, on les a oubliés, ces négociations. C'est une négociation, donc oui, de avril 2022, sauf que ça n'aboutit pas. La trame de l'accord depuis a été fuitée dans différents médias, en Espagne, en Grande-Bretagne et ailleurs. Donc, on voit à peu près ce qui était mis dedans. Il était quand même finalisé assez largement. Et Qu'est-ce qui a fait capoter la partie ukrainienne se retire abruptement des négociations. On croit comprendre, d'après les confessions de Madame Nuland, qui était donc à l'époque en charge notamment de l'Ukraine au département d'État américain, et bien que les soutiens de l'Ukraine... Victoria Nuland, c'est ça? Victoria Nuland, oui. Voilà, Madame Fuck the EU. Les soutiens de l'Ukraine lui auraient conseillé à M. Zelensky de ne rien signer et que en fait, c'était l'option militaire qu'il fallait privilégier, qu'il allait recevoir beaucoup d'armes et qu'on pourrait repousser l'armée russe au-delà des positions qu'elle occupait avant le 24 février 2022. D'accord, donc il a eu de l'espoir. Il a cru à cette option. 3 ans plus tard, on voit que les choses ne sont pas passées comme ça. Et donc, pour en revenir à l'aspect capitulation, négociation aujourd'hui, eh bien, on voit que pour les Russes, l'objectif, c'est revenir finalement, reprendre les discussions là où on les a laissées en avril 2022, sur la base de ce document-là. Alors la différence, et elle est quand même importante, c'est qu'en avril 2022, les Russes n'avaient pas annexé 4 régions ukrainiennes qui ont été annexées en septembre 2022, donc la région de Kherson, Zaporozhye, Donetsk et Lugansk. À l'époque, ce n'était pas le cas. Donc leurs mains, ils ont une meilleure main aujourd'hui qu'en 2022 ? Alors oui et non. Oui, parce qu'aujourd'hui, plus personne ne pense réaliste de se dire qu'on peut repousser l'armée russe des positions qu'elle occupe aujourd'hui. À l'époque, à l'été 2022, je rappelle quand même qu'une première contre-offensive ukrainienne qui est plutôt réussie, puisque l'armée ukrainienne arrive à expulser l'armée russe de beaucoup de territoires, notamment dans la région de Kharkov, par exemple, où l'armée russe recule très très vite dans le cadre de cette contre-offensive ukrainienne. Puis ensuite, il y a les retraits de l'armée russe dans le sud, à Kherson, donc des positions qui étaient fragilisées. Et puis, ensuite, il y a la deuxième contre-offensive ukrainienne, qui, elle, en revanche, est un fiasco, entre juin 2023 et... Son échec est acté en novembre 2023 officiellement, mais en réalité, tout le monde avait compris au mois d'août, même fin juillet, que la messe était dite. Et donc aujourd'hui, comme je disais, personne ne pense réaliste de pouvoir repousser les Russes. D'ailleurs, l'ancien chef d'état-major de l'armée ukrainienne, M. Zaloujny, qui occupe aujourd'hui la fonction d'ambassadeur d'Ukraine à Londres, s'est exprimé il y a quelques jours dans un forum de société civile en Ukraine, où lui-même explique qu'à moins d'un miracle, dans lequel, selon lui, il ne faut pas croire, l'Ukraine ne pourra pas récupérer ces territoires-là. Pourtant, c'est la position de Zelensky. La position officielle, c'est d'aller jusqu'à récupérer même la Crimée. Alors Zelensky, non, il a glissé là-dessus, c'est-à-dire que la position officielle jusqu'à il y a encore quelques mois, c'était de dire on récupérera tous les territoires, revenir aux frontières de 91. De 1991. Sauf que depuis l'été 2024 et tout au long de l'automne 2024, il y a eu des prises de parole qui ont laissé entendre qu'en fait, cet objectif-là était devenu inatteignable. Et aujourd'hui, d'ailleurs, les équipes de négociateurs russes et ukrainiens sont
vu à Istanbul il y a quelques jours, et la question territoriale n'était même pas abordée. Ce qui était abordé, c'était la question d'un cessez-le-feu ou pas cessez-le-feu pendant les discussions, mais la question des territoires n'est même plus évoquée. C'est-à-dire, effectivement, aujourd'hui, je pense que de fait, il est acté que l'Ukraine aura beaucoup de mal à récupérer ces territoires par les armes. Et donc, ce qui est évoqué dans la communication, c'est de dire qu'il faudra récupérer par la diplomatie, il faut essayer de négocier pour, à terme, on comprend que ce n'est pas demain, récupérer ces territoires-là. Bon, mais ça, si vous voulez, c'est pour en revenir à cet accord de 2022, que les Russes remettent sur la table en précisant qu'il faut tenir compte des réalités du terrain, c'est-à-dire que des territoires ont été annexés, eh bien, évidemment qu'à ce compte-là, la note paraît beaucoup plus salée aujourd'hui qu'elle ne pouvait l'être en avril 2022, c'est sûr. Ouais, mais alors, si on parle de capitulation, parce qu'il faut se dire les choses, si l'objectif c'est la capitulation ukrainienne, de manière transitive, c'est une capitulation de l'OTAN, puisque cette guerre, ce régime ukrainien de Zelensky ne tient que parce qu'il a le soutien armé et logistique de l'OTAN, il ne tient pas en lui-même. Donc si demain on a une capitulation de l'Ukraine, c'est une défaite de l'OTAN aux yeux du monde, ou je me trompe? Oui, ça peut être interprété comme ça, absolument. Et c'est si vous voulez, c'est tout le discours qu'on entend maintenant depuis 3 ans sur l'aspect que c'est une guerre existentielle ou une guerre de plus en plus essentialisée. C'est-à-dire que les Russes, dès le départ, ont dit que pour eux, c'était hors de question de voir l'OTAN à leur porte et que par conséquent, ils font ce qu'ils appellent l'opération spéciale, très pudiquement en Russie, contre ce qu'ils considèrent être des marionnettes de l'OTAN, en fait. Hein, c'est l'habillage qui est, Oui, c'est le la discours. communication qui est trouvée, voilà, officiellement. Côté de l'OTAN, au départ, c'était on va soutenir l'Ukraine qui est attaquée, etc. Mais au fur et à mesure, on a injecté non seulement des armes, non seulement des munitions, non seulement de l'argent, mais du capital politique, énormément de capital politique, en prenant évidemment parti fait et cause pour Zelensky, en l'associant à beaucoup d'événements internationaux, en essayant d'associer des événements internationaux pour propulser sa cause, d'ailleurs bien au-delà de l'hémisphère occidental, mais vers le Moyen-Orient. M. Zelensky s'est rendu au sommet de la Ligue arabe à Jeddah, par exemple. Il a essayé de pousser également sa cause auprès de partenaires africains, etc. Donc en injectant beaucoup de capital politique, et donc évidemment, si demain, l'Ukraine est contrainte de signer un document qui lui est défavorable, et pour l'instant, à ce stade du conflit, c'est quand même plutôt ce qui se préfigure, évidemment que ce sera aussi un revers pour ses soutiens, et donc pour l'OTAN. Oui. Donc pas juste une défaite militaire, mais une défaite politique en fait, pour les alliés occidentaux de Zelensky. Donc c'est peut-être là où ça bloque en fait. Alors, il y a évidemment un enjeu très fort politique, mais le soutien a été quand même très substantiel, il reste très substantiel le soutien à l'Ukraine, aussi bien le soutien qui a été donné par les Américains. On voit qu'il y a une déconnexion depuis l'arrivée de Trump dans le camp occidental entre les États-Unis d'un côté et l'Union européenne de l'autre. Il y a eu énormément de soutien de la part de l'administration Biden, soutien financier, des dizaines de milliards de dollars, de l'armement quand même qui a été livré assez généreusement. Côté européen, c'est pareil, quand même un soutien très fort, très affirmé. Si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas comme on le souhaiterait en Occident. Donc, effectivement, ça sera interprété comme une défaite. Oui. Mais alors, moi, c'est là où je me pose la question, parce que on a tout entendu sur l'armée russe, on a entendu qu'elle était corrompus, désarmés, mal organisés, qu'ils récupéraient des pièces dans des machines à laver, qu'ils avaient plus de tanks. Dans le même temps, on nous dit qu'ils ont des missiles hypersoniques, qu'ils vont envahir Berlin. Bon, vous êtes chercheur. L'émission que nous tournons aujourd'hui, l'objectif, c'est d'avoir des faits. Donc, honnêtement, concrètement, c'est quoi le potentiel militaire russe aujourd'hui ? Le discours que vous décrivez, on l'entendait même avant la guerre, lorsqu'on parlait d'un côté de puissance, de résurgence de la puissance russe. C'est quelque chose on entendait beaucoup dans les colloques et autres, après la Syrie, au deuxième moitié des années 2010. Mais parallèlement, on avait toujours tout un discours
très très installé sur le registre du déclin de la Russie. Donc on avait quelque chose de résurgent mais qui était décliné en même temps, c'était parfois difficile à concilier. Et effectivement, on peut retrouver un peu le même schéma sur l'armée russe qui a été peut-être surcotée, qui était à la fois déconsidérée, effectivement, on disait... on entendait des commentateurs, des experts dire qu'ils ne sont pas capables de faire ceci, ils n'ont pas assez de cela, etc. Puis en même temps, c'est quelque chose de très menaçant, qui justifie de renforcer le dispositif de l'OTAN dans tel et tel pays du flanc oriental. Bon, toujours un peu cette impression de deux choses qui ont du mal parfois à s'associer. C'est complètement schizophrénique. Alors, en tout cas, ça, sur l'aspect aujourd'hui, de quoi elle est capable, qu'est-ce qu'ils font, il faut bien comprendre que avant le 24 février 2022, l'armée russe était passée au travers d'une réforme militaire structurelle très importante tout au long des années 2010 en réalité, qui visait à la désoviétiser entre guillemets, c'est-à-dire à en faire une armée moins préparée à livrer une guerre continentale d'échelle continentale, comme c'était le cas ce pourquoi se préparait l'armée rouge pendant la guerre froide, et la faire basculer sur un modèle d'armée plus professionnel, avec des unités resserrées. L'unité de base devenait plutôt la brigade, si vous voulez, plutôt qu'une division ou une armée entière. C'est combien d'hommes, une brigade, une division? Alors après, ça dépend des armées, mais en gros, c'est entre 4000 et 6000 hommes. Quoi. Pour une brigade? Oui. Ok. Et on passe sur des unités plus petites. Plus petites, plus professionnalisées, c'est-à-dire en Russie, il y a toujours un service militaire, mais qui non plus de 2 ans, mais de 1 an. Okay. Les appelés sont censés faire moins de choses que ce qu'ils faisaient il y a 15 ans ou 20 ans dans l'armée russe, et avec donc un taux de professionnalisation qui était quand même augmenté. Et la rendre projetable, c'est-à-dire notamment... Intervenir en Afrique notamment, j'imagine. Alors, premièrement, d'abord, être en mesure de prendre en main une crise ou de gérer une situation chrysogène dans l'espace post-soviétique, puisque c'est là qu'ils voient leur principale, zone d'intérêt et sphère d'intérêt revendiquée comme telle, et donc pouvoir projeter notamment des forces aéroportées. Les forces aéroportées ont été notamment assez choyées pendant cette réforme, avec des avions de transport de troupes, du matériel qu'on peut parachuter, des forces qui ont été professionnalisées, qui étaient beaucoup plus aguerries, puisque le rythme des exercices et des entraînements et des exercices surprises a été considérablement augmenté. Bref, en faire une force beaucoup plus agile, plus professionnelle, projetable, et donc plus ce modèle de rouleau compresseur que pouvait être l'armée rouge, avec des millions de soldats que la Russie de toute façon n'a plus, puisque le pacte de Varsovie a été dissous, et que l'ennemi qu'ils étaient censés, combattre, ou en tout cas affronter, c'était plutôt le modèle du groupe terroriste, séparatiste, bien armé, bien déterminé, équipé, capable de prendre possession d'un territoire, d'un village, d'une petite ville, mais c'était pas une armée régulière. Voilà. Et donc il y a une réforme qui est donc mise en œuvre selon ces modalités-là pendant toutes les années 2010. Et là-dessus intervient le 24 février 2022, où finalement cette armée est injectée donc, sur un champ de bataille pour des opérations militaires pour lesquelles elle n'est pas nécessairement préparée, puisque en fait, très vite, on se retrouve dans le cas de figure d'une guerre de tranchées, avec de l'artillerie, des tanks qui sont utilisés comme de l'artillerie, avec beaucoup de munitions qui sont consommées très très vite. Bref, c'est un modèle de conflictualité pour lequel elle n'était pas du tout préparée. Ce qui donne évidemment l'impression qu'on a vu au début, dans les premières semaines du conflit, quelque chose qui n'était pas trop fonctionnait pas, qui était dysfonctionnel. Et donc une armée russe qui a dû s'adapter sous le feu, comme on dit, à cette nouvelle conflictualité, notamment avec des systèmes d'armes qu'elle ne maîtrisait pas ou qu'elle maîtrisait très mal au début. Je songe aux drones notamment. Les Ukrainiens, au début de la guerre, maîtrisent beaucoup mieux les drones et leur emploi que les Russes. Les Russes ne sont pas spécialement habitués à employer des drones pour les opérations, des drones de renseignement tout au plus, mais pas de munitions rôdeuses, pas de drones qui peuvent aller taper dans la profondeur, tout ça, ils n'en ont absolument pas. Et en l'espace de 2-3 ans, ils doivent remonter la pente. Et aujourd'hui, là aussi, je cite l'ancien chef d'état-major de l'armée ukrainienne, M. Zaloujny, qui s'exprimait lors de la même conférence que j'évoquais auparavant, qui expliquait qu'aujourd'hui, les Russes ont non seulement rattrapé les Ukrainiens, mais les ont dépassés en matière de drones. Et d'après lui, il sera très difficile à l'Ukraine de rattraper à son tour les Russes, parce que les Russes ont produit, massifié la production de drones, et surtout, on a une prolifération aussi verticale du type de drone
même type de munitions rôdeuses, on en a plusieurs types. Des courtes portées, on a évidemment, ça c'est pour les Lancet par exemple, hein, c'est des petites munitions rôdeuses qui sont employées directement sur le champ de bataille, par exemple pour détruire de l'artillerie. On les a vus très très utilisés par exemple contre les canons américains M777 qui ont été lourdement impactés par ces petites munitions rôdeuses. Hein. C'est des drones kamikazes en fait qui vont venir s'écraser sur une pièce d'artillerie. Puis après vous avez des drones qui vont faire des frappes dans la profondeur. Donc ça c'est toutes les Shahed, hein, donc les drones que les Russes ont importés d'Iran et dont ils ont localisé la production en Russie. Donc on a des drones iraniens produits en Russie. C'est ça. C'est-à-dire que voyant le fait qu'ils avaient des problèmes de segments en fait, à combler pour certains systèmes d'armes, eh bien, ils sont allés se fournir auprès de leurs partenaires iraniens dont on parlait tout à l'heure, qui eux, en revanche, depuis des années, ont développé un savoir-faire, une certaine expertise sur les drones, hein, qu'on a pu voir au Levant, qu'on peut voir d'ailleurs en mer Rouge ou ailleurs, en tant que munitions rôdeuses, et qu'on peut effectivement envoyer dans la profondeur. Et donc les Russes en ont importé plusieurs lots, puis ils ont localisé à l'aide des Iraniens la production en Russie. Après, il faut former les officiers à leur emploi. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, toutes les nuits, vous avez plusieurs centaines de drones qui sont envoyés sur les villes ukrainiennes pour aller détruire des objectifs, tout comme les Ukrainiens envoient plusieurs dizaines ou centaines de drones, ça dépend des nuits, sur la Russie, principalement sur Moscou, mais pas seulement, pour désorganiser l'arrière des troupes russes, désorganiser le dispositif russe. C'est l'exemple des drones, mais on pourrait en citer d'autres. Ok, donc pour revenir sur cette question des drones, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail qu'est-ce que cette nouvelle, entre guillemets, pas technologie, mais ce nouvel usage des drones, notamment des drones low cost, a changé au front, puisqu'on comprend qu'aujourd'hui on est passé sur une guerre par drone. J'ai l'impression que les chars ont été limite un peu démodés à cause de ces technologies. Donc qu'est-ce que ça a changé finalement sur le terrain ? Dans le cadre d'un conflit type en Ukraine, où c'est un conflit... plus une guerre de position avec des tranchées, de l'artillerie, des tanks qui sont employés non pas pour faire des percées blindées, mais pour faire de l'artillerie mobile en fait. Les drones jouent ce rôle, en quelque sorte, viennent à s'ajouter à la puissance de feu, et d'une part et d'autre part servent aussi l'objectif de fortification. C'est-à-dire ils font partie du dispositif de fortification. C'est-à-dire quand vous êtes en position de défendre, ce qui est le cas aujourd'hui de l'armée ukrainienne, qui aujourd'hui est en position de défense, eh bien, les drones vous permettent de démolir un groupe d'assaillants, c'est-à-dire et donc de limiter vos pertes humaines, c'est-à-dire vous n'allez pas exposer des fantassins de l'infanterie pour aller combattre des assaillants, mais vous allez utiliser votre drone avec vos drones d'observation pour aller ensuite faire s'écraser petits quadrocoptères là, qui sont équipés d'un pan de plastique sur des assaillants, sur des petits véhicules légers blindés, ou d'ailleurs pas forcément que des véhicules légers. Donc ça rentre dans le cadre du dispositif de défense, mais ça peut rentrer aussi dans le cadre du dispositif d'assaut, puisque ça vous permet d'avoir du renseignement sur ce qui se passe de l'autre côté de la colline, évidemment, mais une fois que vous avez identifié que derrière la colline, vous avez une position d'artillerie, par exemple, ça vous permet d'aller la démolir, non pas en utilisant un missile qui va coûter des milliers, pour pas dire parfois des millions d'euros, mais en utilisant 2-3 quadrocoptères qui coûtent quelques centaines de dollars, milliers de dollars tout au plus, et qui sont disponibles tout de suite sur le champ de bataille, parce qu'ils sont dans la musette de l'officier ou des opérateurs, alors que pour le missile, il faut coordonner la frappe de tir, il faut qu'il y ait les avions, les hélicoptères, donc c'est beaucoup plus fluide comme emploi, c'est plus léger, c'est plus rapide, et c'est massif. Parce que ces drones, ces quadrocoptères sont commandés, sont constitués par milliers toutes les semaines dans les arsenaux, dans les caves, ou commandés d'ailleurs sur les marketplaces suivant où on se trouve. Donc c'est quelque chose qui est, comme vous dites, low cost et qui cause énormément de dégâts. Je crois qu'aujourd'hui, on estime qu'environ 60% des pertes infligées à l'infanterie sur le champ de bataille est le fait de frappes de drones. Wow, donc on a soldats contre drones, quoi. Et parfois drone contre drone. C'est-à-dire, on a vu des batailles de drones dans les airs, entre un drone, par exemple, justement, longue portée, typiquement, qui est pris en chasse par un autre drone qui va aller s'écraser
contre lui pour le faire exploser dans les airs avant qu'il ait atteint sa cible. On a vu aussi des batailles de drones sur le terrain, sur terre, puisque vous avez des petits drones mobiles sur roues qui sont envoyés sur le champ de bataille pour, par exemple, apporter des munitions à une position ou pour aller aider à soigner un des blessés. Et on voit un quadrocoptère qui va venir s'écraser contre ce petit rove en fait, qui se déplace sur le terrain pour le faire sauter avec, je sais pas moi, ses munitions, ses rations, les kits médicaux qui sont dedans, ou ce que vous voulez. Et on voit en mer aussi évidemment des drones de surface. Alors là, pour le coup, c'est les Ukrainiens qui maintiennent l'avance, et ils ont une belle avance, il faut le dire, en matière de drones de surface en mer Noire pour aller attaquer les bateaux russes, les bases navales russes. Qu'est-ce que c'est qu'un drone de surface, pardon ? C'est les drones maritimes, c'est-à-dire un drone, imaginez une forme de petite embarcation qui a comme un petit bateau, mais qui est une taille bien plus modeste, qui est bourré d'explosifs, qui est téléopéré à distance, et qui a une capacité d'action de plusieurs dizaines, centaines de kilomètres, et qui est envoyé nuitamment depuis les côtes ukrainiennes pour aller attaquer les bases navales russes à Sébastopol, s'attaquer aux bateaux russes qui s'aventureraient encore en mer Noire pour les détruire, les couler. Et ça, les Ukrainiens ont une longueur d'avance dessus, à la fois sur la production, donc on voit qu'ils ont une capacité à produire beaucoup, mais dans leur emploi aussi. On a même vu des drones de surface comme ça ukrainiens monter avec des missiles pour aller démolir des avions, des hélicoptères russes qui sont chargés de les neutraliser en mer, en haute mer, avant qu'ils atteignent la côte et leur objectif. D'accord. Donc c'est vraiment une toute nouvelle, on rentre dans une autre dimension en termes de conflictualité et d'emploi de l'arme du drone. Ah ouais, d'accord. Ouais, donc c'est vraiment, quand on parle de guerre par drone, ou en tout cas de changement du jeu de la guerre à cause des drones, on est en plein dedans. Et moi, la question, on arrive bientôt sur la fin de cet entretien, mais j'aimerais qu'on parle un peu rapidement du complexe militaro-industriel russe. On sait qu'il était absolument gigantesque sous l'URSS, qu'il a été un peu démantelé à la fin de l'URSS. Aujourd'hui, il en reste quoi ? Est-ce que ce complexe militaro-industriel est aussi impressionnant ou pas impressionnant qu'on le dit? Autour de quelle société il s'organise? Enfin, comment ça se passe? Alors aujourd'hui, le complexe militaro-industriel russe, c'est environ entre 5 et 6 000 entreprises. C'est 3,8 millions de personnes employées directement. C'est 700 000 emplois créés depuis le début de la guerre pour les besoins de l'armée russe, qui s'est donc orientée vers un nouveau conflit pour lequel, manifestement, elle n'était pas prête dès le départ. C'est quand même donc assez effectivement substantiel. Il est organisé autour de grosses structures, de conglomérats étatiques, comme Rostec par exemple, qui est un conglomérat qui principalement s'est spécialisé dans les hautes technologies, mais on va retrouver sous la tutelle de Rostec des entreprises, enfin des grappes d'entreprises très importantes, comme par exemple OAK, qui est la holding pour les constructions aéronautiques, ou ODK, qui est lui-même le conglomérat des constructeurs de réacteurs, par exemple tous les systèmes de réacteurs et de propulsion. Vous avez aussi un autre conglomérat qui est OSK, qui est la holding pour les constructions navales unifiées, qui regroupe plusieurs dizaines de chantiers navals à travers la Russie, qui travaillent pour le ministère russe de la Défense, mais d'ailleurs pas exclusivement, ils ont aussi des contrats civils. Donc ça reste quand même très, j'allais dire, concentré en termes organique, si vous voulez. À côté de ça, vous avez des structures privées, d'ailleurs assez performantes. Vous avez le consortium Akbars, par exemple, Tatarstan, qui ne fait pas que du mili-défense, mais qui fait aussi plein d'autres activités, mais qui a par exemple des chantiers navals qui travaillent pour le ministère de la Défense. Vous avez Kalachnikov, que tout le monde connaît, qui reste une société privée. Bon, mais pas uniquement les fusils, quoi. Non, ils font aussi d'autres choses. Ils font d'ailleurs aussi des bateaux. Enfin, ils font d'autres choses. Okay. Mais ça reste quand même fidèle à la tradition héritée de l'URSS, des choses quand même assez concentrées organiquement et géographiquement, assez éparpillées sur le territoire, mais quand même avec une prévalence des infrastructures, des usines dans la partie Oural de la Russie, ce qui est notamment un héritage de la période de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, ce complexe militaro-industriel, il est principalement tourné vers les productions pour l'État, pour les besoins de l'État russe. L'État russe est le premier client. Ce qui a à la fois des avantages et des inconvénients. Des avantages, c'est que le matériel est quand même standardisé pour l'armée russe, les besoins sont a priori identifiés.
Mais l'inconvénient, c'est qu'il y a une très très faible rentabilité et profitabilité du secteur. C'est-à-dire que la rentabilité, elle est estimée à entre 2 et 3% maximum. C'est-à-dire que ce n'est pas un secteur sur lequel vous allez forcément réaliser des profits énormes, puisque l'État russe étant le principal client, c'est lui qui fixe les prix et qui fixe la tarification. Et avant la guerre, suivant les segments considérés et suivant les contrats, certains industriels avaient même du mal à se faire payer. C'est-à-dire que vous fournissez l'armée russe, sauf que vous n'avez pas de trésorerie, vous allez avoir de gros problèmes parce qu'ils vous payent parfois X mois plus tard ou pas complètement. Donc ça pouvait être très problématique avec parfois des lignes qui pouvaient débrayer parce que de toute façon on ne produit pas. Sauf que là, depuis la guerre, les fonds publics sont tombés en avalanche sur le secteur de la défense, et donc les chaînes de production se sont non seulement garnies, mais ils ont dû en ouvrir de nouvelles pour fournir l'armée russe pour les besoins du champ de bataille. Et la rentabilité a augmenté, on le sait ou pas? Pas plus que ça, parce que pour l'instant, le carnet de commandes est garanti. Ils ont dû recevoir de l'argent, évidemment, pour produire, mais ils ont dû recruter, puisqu'il fallait ouvrir de nouvelles chaînes, parce que tout d'un coup, les besoins ont explosé. Ils ont dû recruter à des niveaux de salaire bien plus élevés qu'auparavant pour attirer de la main-d'œuvre. Suivant les postes, vous avez parfois des salaires qui ont pris plus 30, voire plus 50%. Okay. Donc, vous avez des gens qui touchent, par exemple, au Tatarstan sur des postes de soudeurs, mais de soudeurs spécialisés ou des choses assez techniques, jusqu'à 250 000 roubles. Donc 250 000 roubles, si vous voulez, ça représente aujourd'hui un peu plus de 2300, 2400 euros environ. Mais il faut comprendre que pour la Russie, c'est un très 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 bon salaire, c'est même un excellent salaire. Ah oui. Pour Moscou, c'est un bon salaire, dans la bonne moyenne, on va dire, mais pour les régions, c'est un salaire qui est vraiment excellent. C'est des salaires qui n'existaient pas auparavant. La même personne, je pense, avant la guerre, devait peut-être toucher 3-4 fois moins, si vous voulez. On est sur un soudeur, on est quoi? Sur un bac+2, un technicien qualifié, en fait? Ou un Oui, c'est ça, oui, c'est un ouvrier qualifié, ouvrier hautement spécialisé ou des choses comme ça, oui. D'accord, avec une haute rémunération que peut-être un ingénieur, peut-être, ou un avocat russe pouvait toucher avant? Oui, c'est ça, c'est-à-dire que des niveaux, c'est une bonne comparaison, des métiers techniques, industriels, qui étaient plutôt pas très attractifs, parce que, bon, comme je l'ai dit, travailler pour le ministère de la Défense, ça faisait pas forcément rêver tout le monde, directement ou indirectement. Ouais. Travailler dans des usines avec des horaires contraints, etc., c'était un élément de supplémentaire, j'allais dire, qui n'était pas de nature à favoriser les vocations. Aujourd'hui, ces gens-là arrivent à des niveaux de rémunération de certaines professions libérales, oui. Très intéressant. Écoutez, on arrive à la fin de cet entretien, donc je vais me permettre de vous poser une question ouverte. Est-ce que vous pensez à la capacité, est-ce que vous croyez, pardonnez-moi, en la capacité de l'administration américaine actuelle de résoudre rapidement ce conflit? Rapidement, non. On l'a déjà vu quand Donald Trump, c'est une promesse de campagne, mais quand même, prétendait mettre un terme à ce conflit en 24 heures. Lui-même, après, est revenu sur cette phrase en disant qu'il avait un petit peu présumé de ses capacités de médiation. Les 100 jours, la fatidique période des 100 jours aussi est derrière nous. Ce conflit n'est toujours pas résolu et je pense qu'il n'est malheureusement pas en passe de l'être pour l'instant. Les Américains ont énormément de leviers, en fait, dans ce conflit, pour faire avancer les choses ou pas. Il y a évidemment la myriade de sanctions sur la Russie qui est plutôt une carotte qu'ils peuvent utiliser d'ailleurs qu'un levier, en disant si vous faites ça, on peut lever des sanctions. C'est évidemment le renseignement qu'ils fournissent en temps réel à l'Ukraine sur les positions de l'armée russe qu'ils font. Donc ça, c'est plutôt un levier qui peut devenir, enfin une carotte qui peut devenir un bâton d'ailleurs sur les Ukrainiens. Mais on voit que pour l'instant, par défaut, en dehors des déclarations, des tweets, etc., par défaut, ça reste quand même le mode d'opération qui était celui de l'administration précédente, avec quand même... Donc quand je dis par défaut, ça veut dire fourniture en temps réel de renseignements, ça veut dire les sanctions qui restent en place, ça veut dire la livraison encore de certains matériels, d'ailleurs, même si c'est moins régulier et moins fréquent que la précédente administration. Et justement, pour l'instant, on ne voit pas de nouveaux paquets d'aide, de nouveaux budgets votés pour l'Ukraine avec l'administration Trump. C'est-à-dire qu'il y a une ligne de crédit qui est restée celle décidée par l'administration Biden, qui sera épuisée un jour ou l'autre. Hein. D'accord, mais pas de nouvelle ligne pour le l'instant, moment. dans le nouveau budget américain, qui va être voté pour l'instant, il ne l'est pas encore, je serais curieux de voir s'il y aura quelque chose qui sera budgété pour l'Ukraine. À vrai dire, au vu des prises de position de Trump, j'en doute. Mais avec Trump, vous savez que beaucoup de choses, enfin, tout est possible. Ouais.
Cela dit, vu toutes ces prises de position, je l'imagine mal aller devant le Congrès pour dire il faut débloquer 80 milliards de dollars pour l'Ukraine pour l'année prochaine. Ou Ouais. alors, ce serait un retournement vraiment. Ah oui, ce Très serait une sacrée volte-face. Mais écoutez, hein, les jeux sont ouverts. Igor Delanoë, merci beaucoup. C'était véritablement passionnant comme entretien, très factuel, avec beaucoup de faits, une analyse approfondie d'un chercheur. Je rappelle, vous êtes directeur adjoint de l'Observatoire franco-russe et chercheur associé à l'IRIS. On était ravis de vous accueillir dans cette émission Le Cercle de la chaîne Risque Intel Média. Le public, si vous avez aimé, eh bien, pensez à vous abonner, pensez à liker la vidéo, pensez à commenter si vous êtes d'accord ou pas d'accord. C'est comme ça qu'on pourra vous fournir des entretiens toujours plus qualitatifs. Je vous invite une nouvelle fois, évidemment, à aller consulter la newsletter Africa avec un K, veille de l'actualité russe sur le continent africain, de notre intervenant, donc newsletter disponible sur l'Observatoire franco-russe. Voilà, c'était passionnant. Je vous dis à bientôt et merci beaucoup, Igor Delanoë. Merci.